Et puis la pluie est tombée à torrents implacables, trempant mon mince uniforme scolaire alors que j'étais assise sur les froides marches en béton de l'école primaire Magnolia. Le parking était maintenant vide, à l'exception de quelques voitures abandonnées qui brillaient sous les lampadaires qui s'étaient allumés prématurément. Les professeurs étaient rentrés chez eux, confiants que chaque enfant avait été récupéré, tous les enfants sauf moi. J'ai serré mon sac à dos avec force, le pressant contre ma poitrine dans une vaine tentative de me garder au chaud. Mes chaussettes pataugeaient dans mes chaussures, le froid s'insinuait dans mes jambes comme un hôte indésirable. Je ne savais pas combien de temps j'étais restée assise là, le temps semblait s'étirer dans des moments comme ceux-là, donnant l'impression que des heures s'étaient écoulées. L'orage avait commencé par une bruine pendant le déjeuner, mais à l'heure de la sortie, c'était un véritable déluge. J'attendais toujours de voir les phares de la voiture de mes parents, mais comme d'habitude, l'espoir n'était qu'une cruelle illusion. Le concierge m'a finalement remarqué. Monsieur Henderson était son nom, un homme gentil et âgé aux cheveux grisonnants et au sourire chaleureux. Il s'est approché, l'inquiétude écrite sur son visage. « Sarah, que fais-tu encore ici ? Personne n'est venu te chercher ?» J'ai haussé les épaules, avalant le nœud dans ma gorge. « Ils ont probablement pris du retard », ai-je dit, essayant de paraître indifférente. Monsieur Henderson a froncé les sourcils, clairement pas convaincu, mais il n'a pas insisté davantage. « As-tu un téléphone pour les appeler ? » J'ai secoué la tête. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un à la maison. Il a hésité un instant, puis m'a donné son parapluie et m'a dit de rester en sécurité. Je l'ai remercié et j'ai commencé le long chemin du retour. Il faisait déjà nuit, et les rues étaient désertes, à l'exception de quelques voitures occasionnelles qui pataugeaient sur les routes inondées. Quand je suis arrivée à la porte d'entrée, j'étais trempée et je tremblais. Mes doigts ont lutté pour tourner la clé dans la serrure. En entrant, j'ai été accueillie par la chaleur, mais pas du genre réconfortant. Ma mère, Rebecca, était assise sur le canapé en feuilletant l'un de ses magazines. Elle a levé les yeux brièvement, puis a baissé les yeux à nouveau. « Oh, tu es déjà rentrée. Le dîner est au réfrigérateur, » a-t-elle dit, sur un ton dépourvu de préoccupation ou de curiosité. C'était tout. Il n'y a eu aucune question sur la raison de mon retard, aucune excuse pour m'avoir oublié, aucune reconnaissance du fait que j'avais été bloquée pendant des heures sous un orage. Je suis restée là un moment, l'eau s'accumulant à mes pieds, avant d'aller dans la cuisine chercher les restes qu'elle avait mentionnés. Mes frères, Ethan et Ryan, étaient dans le salon en train de jouer à des jeux vidéo. Le son de leur rire et le rapide martèlement des boutons remplissaient la maison. J'ai regardé, attendant une sorte de salut, ou même un regard, mais ils n'ont pas levé les yeux. J'étais à nouveau invisible. Ce soir-là, alors que j'étais allongée dans mon lit en écoutant la pluie frapper contre la fenêtre, j'ai pensé à la normalité que cela était devenu. On m'avait laissé à l'école tellement de fois que même mes professeurs s'en étaient rendus compte. Mademoiselle Blake, ma professeure préférée, avait commencé à proposer de me ramener à la maison chaque fois que mes parents m'oubliaient. Une fois, lors d'une réunion parents-professeurs, elle a suggéré doucement à ma mère qu'il serait judicieux de mettre en place un système de covoiturage. Ma mère a trouvé cela drôle, disant « Sarah est indépendante, elle se débrouille très bien. » Mais je n'allais pas bien. Ma famille n'était pas comme les autres familles. Ethan, l'aîné, était le garçon d'or. À 17 ans, il était tout ce que les parents rêvent, intelligent, charmant et ambitieux. Il avait une étagère remplie de prix scolaires et était déjà courtisé par de prestigieuses universités. Mes parents irradiaient de fierté chaque fois qu'ils parlaient de lui, leur voix ruisselait d'admiration. Ryan, 15 ans, était le drôle. Il était athlétique, populaire et l'âme de toutes les fêtes. Ses trophées de football ornaient les murs du salon, et nos parents ne manquaient jamais un match. Il avait un flot incessant d'amis qui venaient après l'école, remplissant la maison d'énergie et de rire. Et puis il y avait moi, juste Sarah, 11 ans, discrète et facile à ignorer. L'un de mes premiers souvenirs de m'être sentie invisible a été mon 9e anniversaire. Ma mère a organisé une fête, mais ce n'était pas pour moi. Elle a invité ses amis et leurs enfants, que je ne connaissais pas très bien. J'avais demandé si je pouvais inviter mes camarades de classe, mais elle m'avait congédié d'un geste, disant « C'est plus simple comme ça, chérie. Tu n'as pas beaucoup d'amis, n'est-ce pas ?» Ces paroles ont fait mal, mais je n'ai pas discuté.
Pendant la fête, je me suis assise dans un coin en regardant tous les autres s'amuser. Le gâteau était magnifique, mais le nom de ma mère y était écrit partout, pas littéralement, mais dans la façon dont il était décoré pour impressionner ses amis plutôt que pour me célébrer moi. J'ai soufflé les bougies sous leurs applaudissements peu enthousiastes, et je me souviens avoir souhaité pouvoir disparaître complètement. Cette sensation d'être un personnage secondaire dans ma propre vie ne m'a jamais vraiment quittée. Elle m'a suivie à l'école, où j'excellais sur le plan scolaire mais ne me sentais jamais célébrée. Elle était présente à la maison, où chaque réussite était éclipsée par celle de mes frères. Une fois, lorsque j'ai annoncé fièrement que j'avais gagné un concours d'écriture, Ethan a ri et a dit « Oh, un concours d'écriture, c'est quelque chose. » Ryan a ajouté « Arrête de faire autant d'efforts pour qu'on te remarque, Sarah, c'est gênant. » Après cela, j'ai cessé de partager. Même la famille élargie semblait complice de mon invisibilité. Mes tantes et mes oncles souriaient poliment lorsque je parlais, puis revenaient rapidement à la conversation sur Ethan ou Ryan. Ma tante Caroline m'a une fois mise à part lors d'une réunion de famille et m'a dit « Tu dois juste faire plus d'efforts, chérie. Fais en sorte que tes parents soient fiers et ils changeront. » J'avais essayé pendant des années. J'avais essayé, mais peu importe ce que je faisais, ce n'était jamais suffisant. Ce soir-là, couché dans l'obscurité, je me suis fait une promesse, un jour, je partirai de cet endroit. Je construirai une vie où je ne serai pas invisible, une vie où je ne serai pas seulement Sarah, la fille oubliée. Je ne savais pas comment ni quand, mais je savais que je devais essayer. Si ma famille ne pouvait pas me voir, alors je trouverais des gens qui le pourraient. Quand j'ai commencé le lycée, j'avais appris à garder la tête basse et à me fondre dans le décor. C'était plus facile comme ça, même plus sûr. Le lycée Magnolia n'était pas un endroit où l'on se faisait remarquer à moins de vouloir se faire démolir, et j'avais déjà assez d'expérience avec ça à la maison. Je n'étais pas populaire comme Ryan ni naturellement brillante comme Ethan, mais j'avais mon propre type de concentration. Je me suis investie dans mes études, restant tard à la bibliothèque pour terminer mes devoirs ou travaillant sur des projets de crédit supplémentaires. Si je ne pouvais pas faire en sorte que ma famille me remarque, je pouvais au moins me faire un nom en classe. Non seulement j'étais bonne à l'école, mais j'étais exceptionnelle. À 16 ans, j'avais une moyenne presque parfaite, j'avais rejoint l'équipe de débat et j'avais même lancé un petit programme de tutorat pour les élèves plus jeunes qui avaient des difficultés en mathématiques. Mes professeurs l'ont remarqué, et pour la première fois, je me suis sentie vue. Mademoiselle Blake, ma professeure d'anglais, m'a particulièrement soutenue. « Sarah, tu es une écrivaine née », m'a-t-elle dit un soir après les cours. Tu as une façon de capter les émotions qui dépassent tes années. Ne laisse personne te dire le contraire. Je me suis accrochée à ces paroles comme à une bouée de sauvetage. C'était le genre d'encouragement que je n'avais jamais entendu à la maison. À la maison, la routine n'avait pas beaucoup changé. Ethan restait le garçon d'or, il fréquentait maintenant une prestigieuse université dans un autre État, et Ryan était un héros local, dominant le terrain de football et charmant tout le monde autour de lui. Mes parents, Rebecca et Greg, leur prodiguaient de l'attention comme si c'était leur travail à plein temps. Une fois, lorsque je suis rentrée à la maison avec un certificat pour avoir gagné un concours régional d'essai, ma mère ne l'a même pas regardé. « C'est bien, Sarah », a-t-elle dit avant de retourner au dîner qu'elle préparait. « Tu sais que l'équipe de Ryan est à un match de la finale de l'État ?» J'ai acquiescé, la poitrine serrée par la déception. « Oui, il l'a mentionné. » Tu devrais venir au match samedi, a-t-elle ajouté, comme si c'était une idée de dernière minute. Le samedi est arrivé et est passé, et je l'ai passé à la maison à écrire un autre essai. Personne n'a remarqué que je n'y étais pas. Ce n'était pas seulement le manque d'attention, c'était le mépris qui faisait le plus mal. Ethan a rendu visite à la maison pour Thanksgiving pendant ma 3e année, et la conversation pendant le dîner s'est concentrée sur les projets universitaires. J'ai mentionné que j'envisageais de postuler dans des universités de la côte est. « Pourquoi irais-tu si loin ?» a demandé Ethan, sur un ton plein de scepticisme. Avant que je puisse répondre, Ryan a ajouté « Elle veut probablement se réinventer. » C'est ce que font les gens lorsqu'ils n'ont rien de bien dans la vie. Mon père a ri du commentaire de Ryan comme si c'était la chose la plus drôle qu'il ait jamais entendue. J'ai senti mes joues brûler, mais je suis restée bouche bée.
Me défendre ne ferait qu'empirer les choses. Au lieu de cela, j'ai redoublé d'efforts dans mes devoirs scolaires. Mes notes étaient impeccables, et pour ma dernière année, j'étais arrivée au sommet de ma classe. Lorsque j'ai découvert que j'allais être la meilleure élève, j'étais enthousiaste, mais j'étais aussi terrifiée. Est-ce que ma famille s'en soucierait même? J'ai essayé de leur donner une chance. J'ai envoyé des invitations formelles à la cérémonie de remise des diplômes, les glissant dans la pile de courrier sur le comptoir de la cuisine. Les jours se sont transformés en semaines, et je n'ai rien entendu. La veille de la remise des diplômes, j'ai rassemblé mon courage pour demander directement à ma mère, « As-tu vu l'invitation que je vous ai laissée ?» Elle a levé les yeux de sa grille de mots croisés, les sourcils froncés. « Invitation pourquoi ? » « Pour ma remise de diplôme demain, ai-je dit, la voix plus basse que je ne le voulais. « Oh, ça, a-t-elle dit, faisant un geste de la main avec dédain. « On verra si on peut y aller. » Ryan a un match de football l'après-midi, donc ça pourrait être juste. Juste. C'était son mot pour ça. Le lendemain, j'étais debout sur le podium, prononçant un discours sur lequel j'avais travaillé pendant des semaines. J'ai scanné la foule de parents fiers et de familles émues, à la recherche de visages familiers. Leur siège était vide. Après la cérémonie, Mademoiselle Blake m'a retrouvée dans le couloir, les larmes aux yeux. « Tu as été merveilleuse, Sarah », a-t-elle dit en m'embrassant. « Tu devrais être très fière de toi. » J'ai souri faiblement, reconnaissante de son soutien, mais cela n'a pas comblé le vide béant dans ma poitrine. Plus tard ce soir-là, j'ai entendu mon père parler au téléphone. « Ryan a marqué 2 buts aujourd'hui », a-t-il dit avec fierté. « Oh, Sarah, elle avait quelque chose à l'école, rien d'important. » C'était tout. C'est tout ce que j'étais pour eux, quelque chose à l'école. L'été précédent l'université a été un tourbillon de préparatifs et d'anxiété. Je savais que si je voulais réussir, je devais le faire par moi-même. La richesse de mes parents aurait pu couvrir mes frais de scolarité, mais ils n'ont offert ni un sou. Ethan a eu une nouvelle voiture lorsqu'il a obtenu son diplôme. Les frais de logement et les dépenses de Ryan ont été couverts sans hésitation. Pour moi, il n'y avait rien. J'ai demandé des bourses et contracté des prêts, passant chaque moment libre à travailler à temps partiel dans un restaurant pour économiser pour les manuels scolaires et le matériel. Ma patronne, une femme censée nommer Diane, m'a prise en affection et a commencé à me donner des heures supplémentaires. « Tu as la tête bien faite, Sarah », m'a-t-elle dit un soir alors que nous fermions. « Ne laisse personne te retenir. » Ces paroles ont compté plus pour moi qu'elle ne le pensait probablement. Lorsque le jour de mon départ pour l'université est enfin arrivé, j'ai fait mes bagages dans une seule valise. Personne n'est venu me dire au revoir. Alors que j'étais assise dans le bus en regardant les rues familières de ma ville natale disparaître au loin, j'ai ressenti un mélange de peur et de soulagement. Pour la première fois, j'étais libre de construire une vie où je ne serais pas seulement Sarah, la petite sœur ignorée ou la fille oubliée. Alors que le bus avançait, je me suis fait une promesse silencieuse, je démontrerai au monde, et à moi-même, que je valais la peine qu'on me remarque. Le chemin à parcourir était incertain, mais il était le mien à parcourir, et pour la première fois de ma vie, cela suffisait. L'université devait être mon nouveau départ, et à bien des égards, elle l'a été. Le campus, avec ses vastes pelouses et ses hauts bâtiments en briques, ressemblait à un autre monde. Je partageais une petite chambre de résidence avec une fille nommée Amanda, qui était gentille mais bruyante, mettant toujours de la musique ou bavardant au téléphone. C'était un peu chaotique, mais c'était aussi le mien. Pour la première fois, je n'étais pas entourée de personnes qui m'ignoraient ou me traitaient comme une idée de dernière minute. Ce premier semestre a été difficile. Mes cours étaient stimulants, et concilier un travail à mi-temps dans un café du campus avec mes études n'a pas été facile, mais j'ai prospéré grâce à mon indépendance. Chaque essai que je présentais et chaque quart de travail que j'effectuais était une petite victoire, un rappel que je pouvais survivre par moi-même. J'ai commencé à travailler les week-ends dans une petite librairie du centre-ville, propriété d'une femme âgée nommée Madame Kensington. Elle avait une 60aine d'années, les cheveux argentés toujours attachés en un chignon impeccable et l'habitude de fredonner en travaillant. Dès le premier jour, elle m'a traité avec une chaleur à laquelle je n'étais pas habituée.
Tu as l'œil pour le détail, m'a-t-elle dit un après-midi après que j'ai réorganisé la section poésie sans qu'on me le demande. Tu vas aller loin, Sarah, je le sens. Sa gentillesse était inattendue et bouleversante. Ce n'étaient pas les grands gestes que j'avais toujours souhaités de ma famille, mais la simple reconnaissance de mon existence et de mon importance a suffi à me faire verser des larmes. Pendant que je trouvais mon chemin à l'université, ma famille ne semblait même pas remarquer que j'étais partie. Il n'y a eu aucun appel, aucun SMS, aucun colis d'aide, rien. Je me suis dit que ce n'était pas grave, que je n'avais plus besoin d'eux, mais puis est arrivé Thanksgiving. Ma colocataire est partie passer les vacances avec sa famille, laissant la résidence étrangement silencieuse. J'ai essayé de rester occupée, en travaillant des quarts supplémentaires à la librairie et en rattrapant mes devoirs, mais la solitude s'est infiltrée. Contre mon meilleur jugement, j'ai appelé la maison. Ma mère a répondu après quelques sonneries. « Oh, Sarah » a-t-elle dit, sur un ton plat. « Comment va l'école ?»« Ça va bien » ai-je répondu, essayant de paraître optimiste. « Je voulais te souhaiter un bon Thanksgiving. » Il y a eu une pause. Je pouvais entendre des voix et des rires en arrière-plan. « Merci, chérie » a-t-elle dit rapidement. « Nous sommes en train de dîner. La copine de Ryan est là, et Ethan a pris l'avion pour le week-end. Tu aurais dû nous dire que tu allais appeler, on aurait pu planifier quelque chose. » Mon estomac s'est retourné. « C'est bon, je voulais juste te saluer. »« Très bien, prends soin de toi » a-t-elle dit avant de raccrocher. C'était tout. Il n'y a eu aucune invitation à rentrer à la maison, aucun intérêt pour mon état réel. J'ai regardé le téléphone longtemps après la fin de l'appel, le silence de la résidence me pesant sur les épaules. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à réaliser à quel point je comptais peu pour eux. Un mois plus tard, pendant les vacances d'hiver, j'ai commis l'erreur de rendre visite à ma maison. Au moment où j'ai franchi le seuil de la porte, j'ai entendu mon père parler à un voisin. « Seulement 2 enfants, hein ? Tu as de la chance, 3 c'est beaucoup, » a ri mon père. « Non, il n'y a que les garçons maintenant. Sarah fait ses propres affaires, ça nous occupe pas mal. » Mon cœur s'est brisé. Ce n'était pas un lapsus ni un malentendu. Il ne me reconnaissait plus sincèrement comme faisant partie de la famille. Ce soir-là, j'ai fait mes bagages et je suis partie sans dire au revoir. Je ne pouvais pas rester dans une maison où je n'étais plus qu'un fantôme. De retour sur le campus, j'ai pris une décision. S'ils pouvaient faire semblant que je n'existais pas, alors je pouvais faire de même. La première étape a été de bloquer leur numéro. Au début, cela m'a semblé dramatique, mais chaque fois que je voyais leur nom sur mon téléphone, une vague d'anxiété s'abattait sur moi. Une fois bloqué, j'ai ressenti un étrange sentiment de soulagement. Ensuite, j'ai cessé de les suivre sur les réseaux sociaux. Il a été étrangement satisfaisant de supprimer leurs commentaires et leurs tags de mes photos, effaçant la preuve numérique de notre lien. Je suis même allée jusqu'à supprimer certaines photos de famille de mon profil. Cela ressemblait à une mue, douloureux mais nécessaire. Avec le temps, je me suis rendu compte que j'avais besoin de couper les liens avec plus que ma seule famille immédiate. Certains de mes proches, comme ma tante Caroline, avaient toujours écarté mes sentiments. Elle disait souvent des choses comme « Tes parents ont de bonnes intentions » ou « Tu es trop sensible ». J'ai cessé de répondre à ces messages et à ces appels, et finalement, ils ont cessé d'arriver. Ma thérapeute, le docteur Moral, a été essentielle pendant cette période. J'ai commencé à la voir après les vacances d'hiver, et elle m'a aidé à déballer des années de négligence et de préjudice émotionnel. Il ne s'agit pas de les punir, m'a-t-elle dit lors d'une séance. Il s'agit de te protéger toi-même. Fixer des limites n'est pas égoïste, c'est nécessaire. Ces paroles sont restées gravées en moi. J'ai été plus loin, en m'assurant que mes parents ne puissent pas interférer dans ma vie, même en cas d'urgence. J'ai mis à jour mes contacts d'urgence au travail et chez le médecin, en y plaçant ma meilleure amie, Julia. Elle était l'une des rares personnes qui avait toujours été là pour moi. « Tu es ma roche », lui ai-je dit un soir après les cours. « Et toi, tu es la mienne », a-t-elle répondu sans hésiter. Julia est devenue ma famille choisie, la sœur que je n'ai jamais eue. Nous passions les vacances ensemble, préparant des repas bon marché dans son petit appartement et riant devant des films stupides.
Ce n'était pas traditionnel, mais c'était chaleureux et réel. Tout en construisant cette nouvelle vie, j'ai commencé à ressentir une sensation de liberté que je n'avais jamais connue. Vivre sans le poids de l'indifférence de ma famille était libérateur, mais, bien sûr, ce n'était pas si simple. Mes parents ont commencé à envoyer des messages passivement agressifs par l'intermédiaire de connaissances mutuelles, m'accusant d'être distante et ingrate. Je suis trop occupée pour les drames, ai-je dit à Julia un jour, lui montrant un SMS de ma tante Caroline à propos du chagrin de mes parents. Tu ne leur dois rien, m'a rappelé Julia. Elle avait raison. Pour la première fois, je me choisissais moi-même. Ce printemps-là, j'ai célébré un jalon important. J'ai obtenu ma première promotion à la librairie. Madame Kensington m'a même organisé une petite fête, complète avec un gâteau et des ballons. Tu vas faire de grandes choses, Sarah, a-t-elle dit en me remettant un petit cadeau, un magnifique journal relié en cuir. Ce soir-là, alors que j'écrivais mes pensées dans le journal, pour la première fois, je me suis rendu compte que je commençais enfin à guérir. Le chemin n'a pas été facile, et il y a eu des moments où la culpabilité a refait surface, mais j'ai continué à avancer. Pour la première fois, j'avais le sentiment d'avoir le contrôle de ma propre vie, et je ne laisserai personne me le reprendre. Lorsque j'ai commencé ma dernière année d'université, ma vie ne ressemblait en rien à ce qu'elle était au lycée. Je m'étais créé un espace pour moi, un monde petit mais significatif où j'étais vue, valorisée et aimée. Le poids de la négligence de ma famille était quelque chose que j'apprenais enfin à laisser aller, même s'il persistait encore dans les moments de calme lorsque je m'y attendais le moins. Je n'avais pas parlé à mes parents ni à mes frères, Ethan et Ryan, depuis plus d'1 an. Le silence n'était pas accidentel, il était délibéré, pour la plupart, il s'est senti comme un soulagement. Mais lorsque je me suis connectée aux réseaux sociaux un après-midi pluvieux, j'ai découvert qu'ils n'avaient pas lâché aussi facilement que moi. Elle était là, me regardant fixement, une longue et dramatique publication de ma mère. Elle commençait par une photo des 3 souriants lors d'une réunion de famille, et la légende était pleine de manipulations émotionnelles. Nos cœurs sont brisés alors que nous essayons de comprendre pourquoi notre fille cadette a choisi de nous retirer de sa vie. Nous avons toujours essayé de faire de notre mieux pour être aimants et compréhensifs, mais parfois les enfants prennent des décisions qui vous brisent le cœur. Nous espérons seulement qu'elle sache combien elle nous manque. C'était comme un coup dans l'estomac. Les commentaires étaient un mélange de sympathie aveugle et de scepticisme. Certains de ses amis ont écrit des choses comme « Ce sont des parents merveilleux, elle changera ». D'autres ont posé des questions directes « N'a-t-elle pas obtenu son diplôme comme meilleure élève ? Pourquoi n'ont-ils pas mentionné cela ?» J'ai fermé l'application, la main tremblante. Comment pouvaient-ils déformer la réalité de façon aussi effrontée ? Après tout ce qu'ils avaient fait, ou n'avaient pas fait, ils essayaient maintenant de se faire passer pour des victimes. Lorsque j'ai raconté à Julia la publication, elle a roulé des yeux. Manipulation classique, a-t-elle dit. Ils essaient de contrôler le récit parce qu'ils savent qu'ils ont perdu le contrôle sur toi. Elle avait raison, bien sûr, mais cela ne rendait pas les choses plus faciles à digérer. Une semaine plus tard, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. C'était Ethan. Salut Sarah, j'ai vu la publication de maman. On peut en parler ? Je pense que ça a été trop loin. Trop loin ? Comme si ma décision de prioriser ma propre santé mentale était une sorte de rébellion. Je n'ai pas répondu. Cependant, les messages ont continué à arriver, d'Ethan, de Ryan, et même de certains de mes proches. Ma tante Caroline m'a laissé un message vocal plein de condescendance. Sarah, tu dois arrêter cette sottise et contacter tes parents. La famille, c'est tout, et tu le regretteras un jour, crois-moi. J'ai eu beaucoup de mal à ne pas la rappeler et à énumérer toutes les choses que ma famille avait faites, ou n'avait pas faites, qui m'avaient menée à ce point. Au lieu de cela, j'ai effacé le message vocal et bloqué son numéro. Lorsque les messages n'ont pas fonctionné, mes parents ont intensifié leur tactique. Une connaissance mutuelle, l'un de leurs voisins, m'a contacté par un courriel soigneusement rédigé. Tes parents souffrent beaucoup, Sarah. Ta mère a mentionné qu'elle n'a pas eu de tes nouvelles depuis longtemps, elle est très inquiète. Ne penses-tu pas qu'il est temps de te réconcilier ? J'ai regardé le courriel longtemps avant de le supprimer. Inquiète ?
La même femme qui m'avait oubliée à l'école d'innombrables fois? La même femme qui avait minimisé mes réussites et avait ouvertement admis à d'autres qu'elle n'avait que 2 enfants? Ces tentatives de culpabilisation ne fonctionnaient pas, et je n'allais pas la laisser revenir dans ma vie. C'est à cette époque qu'il s'est passé quelque chose d'inattendu. Mon histoire, les années de négligence, la solitude et ma décision finale de couper les ponts, a commencé à atteindre un public plus large. Cela a commencé par une publication que j'ai faite sur Reddit. Ce n'était pas prévu. J'avais navigué sur un forum sur la distance familiale et j'ai décidé de partager mon expérience. J'ai écrit sur les moments où j'avais été laissée pour compte, les remises de diplômes manquées, le sentiment constant d'être invisible dans ma propre maison. Je n'ai pas donné de nom ni inclus de détails spécifiques, mais la publication a touché les gens. En quelques heures, elle a explosé. Des milliers de personnes ont commenté, partageant leurs propres histoires de négligence et de distance. C'est exactement ce que j'ai vécu, a écrit une personne. Merci de l'avoir mis en mots. D'autres ont offert des mots de soutien et de validation, des choses dont je ne m'étais pas rendu compte que j'avais besoin jusqu'à ce que je les lise. Tu es très courageuse de t'éloigner. La famille est censée t'aimer et te soutenir, pas te faire sentir que tu ne vaux rien. Pour la première fois, j'ai senti que ma douleur avait un but. Elle n'était plus seulement à moi à porter. Elle faisait partie d'une conversation plus large sur la rupture des cycles de négligence émotionnelle. Mais l'attention n'est pas passée inaperçue. 2 jours après que ma publication soit devenue virale, j'ai reçu un courriel de Ryan. Il était court et froid. Supprime cette publication. Tu fais honte à la famille. Si tu ne le fais pas, considère-toi comme morte pour nous. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire de l'ironie. J'étais morte pour eux depuis des années. Une semaine plus tard, une lettre est arrivée par courrier. Il s'agissait d'une mise en demeure de l'avocat de mes parents, m'accusant de diffamation. J'ai apporté la lettre à mon propre avocat, une femme calme et censée nommer Lisa. Elle a parcouru la lettre et a secoué la tête. Tout cela est du bruit et peu de substance, a-t-elle dit. Ils n'ont nulle part où s'accrocher. Tu partages tes expériences personnelles, ce qui est ton droit. Son calme m'a donné le courage de rester ferme. Au lieu de reculer, j'ai redoublé d'efforts. J'ai écrit une publication de suivi sur Reddit, partageant plus de détails et même quelques reçus, de vieux courriels et SMS montrant leur indifférence et leur manipulation. La réponse a été énorme. Les gens se sont rangés de mon côté, réprimandant ma famille pour son comportement. Certains m'ont même envoyé des messages privés, partageant des ressources pour la thérapie et le conseil juridique. C'est à cette époque que ma carrière a pris un tournant inattendu. On m'a offert une promotion à la librairie, en assumant un rôle de direction. Madame Kensington l'a célébré en m'organisant une autre fête, en invitant cette fois certains de mes amis les plus proches. Alors que nous étions assis à manger du gâteau et à rire, j'ai ressenti une profonde gratitude. Ces personnes n'étaient pas ma famille de sang, mais elles étaient devenues ma famille à tous les égards qui comptaient. Pour la première fois, j'avais le sentiment de construire vraiment une vie pour moi, une vie où je n'étais pas définie par mon passé ni liée aux personnes qui m'avaient fait défaut. Mais le point culminant est arrivé quelques mois plus tard, lorsque mes parents ont envoyé un autre message par l'intermédiaire d'une connaissance mutuelle. Cette fois, il s'agissait d'un prétendu problème de santé, ma mère affirmant qu'elle avait été hospitalisée et avait besoin de me voir. Je ne l'ai pas cru une seule seconde. Ils avaient fait des choses similaires dans le passé, en espérant me faire culpabiliser pour revenir. Je l'ai raconté à Julia, et elle a hoché la tête sagement. Ils essaient de te piéger à nouveau, a-t-elle dit. Ne les laisse pas faire. Et je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, je me suis concentrée sur la vie que je construisais. Elle n'était pas parfaite, et il y avait encore des moments où le poids de tout menaçait de me faire tomber, mais j'étais enfin libre, libre d'écrire ma propre histoire, libre de vivre sans leurs ombres qui me hantaient, libre d'être moi-même. Les mois se sont transformés en années, et avec chaque jour qui passait, le contrôle que ma famille avait exercé sur moi s'est relâché jusqu'à disparaître complètement. La vie que j'avais construite sans eux ne consistait pas seulement à survivre, je prospérais. Je n'étais plus accablée par leur absence ni par les souvenirs de leur négligence. Au lieu de cela, j'étais concentrée sur les personnes qui comptaient vraiment pour moi, celles qui avaient choisi de rester à mes côtés.
Ma publication Reddit a continué à circuler, générant des conversations sur la distance familiale et la négligence émotionnelle. J'ai reçu d'innombrables messages de personnes partageant des histoires similaires ou me remerciant de leur avoir donné le courage de fixer leurs propres limites. C'était humble de savoir que mes expériences pouvaient aider les autres, et cela m'a donné un sentiment de but dont je ne m'étais pas rendu compte que je cherchais. Un jour, j'ai reçu un courriel inattendu d'un agent littéraire. Ils avaient vu ma publication et pensaient que mon histoire avait le potentiel de devenir un livre. Au début, j'ai hésité. Revivre ces souvenirs avec autant de détails semblait décourageant, et je ne savais pas si j'étais prête à exposer tout au monde, mais plus j'y réfléchissais, plus j'avais le sentiment que c'était la bonne chose à faire. Si mon histoire pouvait aider ne serait-ce qu'une personne à se sentir moins seule, alors cela en valait la peine. Le processus d'écriture du livre a été cathartique. J'ai passé des mois à passer au crible de vieux souvenirs, à écrire tard dans la nuit et à travailler avec ma thérapeute, le docteur Moral, pour traiter les émotions qui ont surgi en revoyant le passé. Le livre ne portait pas uniquement sur ma famille. Il s'agissait de me libérer de son ombre, de trouver ma voie et de construire une vie qui me sente vraiment à moi. Lorsque le livre a finalement été publié, la réponse a été énorme. J'ai reçu des messages de lecteurs qui se retrouvaient dans mon histoire, me remerciant de l'avoir partagée. Certains ont demandé des conseils sur la façon de couper les ponts avec des membres de la famille toxique, tandis que d'autres voulaient simplement me faire savoir qu'ils se sentaient vus pour la première fois. C'était étrange de penser que la douleur que j'avais portée pendant si longtemps était maintenant quelque chose qui pouvait inspirer les autres. Pendant ce temps, ma vie personnelle a continué à s'épanouir. Je me suis installée dans une petite maison confortable avec un jardin assez grand pour que mon chien de sauvetage, Max, puisse courir. Peu de temps après, j'ai adopté un deuxième chien, un mélange de Golden Retriever nommé Daisy. Les deux ont apporté à ma vie une joie que je ne croyais pas possible. Ma famille choisie a également grandi. Julia, ma meilleure amie, est restée une présence constante, et notre tradition de dîner du dimanche est devenue quelque chose que j'attendais chaque semaine. Nous nous relayons entre nos maisons, préparant des repas simples et partageant des histoires sur nos vies. Ce n'était rien d'extravagant, mais c'était significatif d'une manière que je n'avais jamais connue en grandissant. Lors de l'un de ces dîners, Julia m'a surprise avec un gâteau. À la liberté, disait-il avec un glaçage bleu vif. J'ai ri tandis que les larmes me montaient aux yeux. Tu sais toujours comment rendre un moment spécial, ai-je dit en l'embrassant. Ce n'est que le début pour toi, a-t-elle dit. Tu es en train de construire quelque chose d'incroyable. Elle avait raison. Professionnellement, les choses allaient mieux que jamais. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai obtenu un emploi auprès d'un organisme à but non lucratif qui soutenait les enfants en famille d'accueil et ceux qui fuyaient des foyers abusifs. Le travail était difficile mais profondément gratifiant. Chaque campagne que nous lancions, chaque événement de collecte de fonds que nous organisions, ressemblait à un pas vers la création d'une différence dans la vie des enfants qui avaient vécu des expériences similaires aux miennes. Mais malgré tous les progrès que j'avais réalisés, il restait une dernière étape à franchir. Dans un moment de calme un soir, j'ai examiné une vieille boîte de souvenirs que j'avais gardée à l'arrière de mon placard. À l'intérieur se trouvaient des photos de famille décolorées et des lettres que j'avais gardées par un sentiment d'obligation. Une par une, je les ai examinées, décidant ce que je devais garder et ce que je devais laisser partir. Il y avait une photo de moi enfant assise sur le canapé pendant qu'Ethan et Ryan ouvraient des cadeaux le matin de Noël. Je me souvenais de m'être sentie invisible même alors, voyant les adultes se démener pour mes frères sans me reconnaître à peine. J'ai mis la photo dans la pile à jeter. Lorsque j'ai terminé, la boîte était presque vide. Cela m'a semblé symbolique, comme si j'étais enfin en train de me libérer du poids du passé. Cette même semaine, j'ai appris par l'intermédiaire d'une connaissance mutuelle que mes parents avaient déménagé. Leur vie sociale, autrefois très active, avait diminué, et leur réputation dans notre ville natale avait été affectée après que mon histoire soit devenue publique. C'était étrange de penser à eux comme des personnages lointains, s'estompant dans l'ombre, mais je n'ai ressenti aucun besoin d'enquêter davantage. Une dernière tentative est arrivée sous la forme d'une lettre manuscrite de ma mère. Elle m'a été envoyée via une ancienne adresse et est arrivée un après-midi pluvieux. La lettre était pleine de regrets vagues, de phrases vides sur les malentendus et une demande de réconciliation.
Tu nous manques, Sarah, a-t-elle écrit. S'il te plaît, rentre à la maison. Ce n'étaient pas des excuses, c'était une demande pour que je revienne m'intégrer dans sa version de la réalité, où il n'avait rien fait de mal. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai apporté la lettre à mon feu de joie dans la cour arrière, j'ai allumé une allumette et je l'ai regardée brûler. Les flammes ont consumé le papier, et tandis que les cendres s'élevaient dans l'air, j'ai ressenti un sentiment de clôture dont je ne savais pas que j'avais besoin. Pour célébrer le chemin parcouru, j'ai organisé un dîner chez moi, en invitant mes amis les plus proches. La pièce s'est remplie de rires, du tintement des verres et de la chaleur douce de la lumière des bougies. Alors que la nuit touchait à sa fin, j'ai regardé autour de moi les personnes qui étaient devenues ma famille, Julia, avec son infinie gentillesse et son soutien indéfectible, mes collègues, qui célébraient chaque succès avec une fierté véritable, Max et Daisy, blottis au sol, la queue remuant paresseusement. C'était ma vie maintenant, pas parfaite, mais la mienne. Dans les semaines qui ont suivi, je me suis concentrée sur l'avenir. Mon travail dans l'organisme à but non lucratif a continué à se développer, et j'ai même commencé un petit projet parallèle, un programme de tutorat pour les jeunes adultes qui naviguaient dans la vie après la distance. C'était ma façon de rendre l'appareil, de transformer ma douleur en quelque chose de significatif. Lorsque j'ai partagé une mise à jour sur Reddit sur le chemin parcouru, la réponse a été énorme. Des milliers de personnes ont laissé des commentaires célébrant mes progrès, partageant leurs propres histoires et offrant des mots d'encouragement. Tu as fait du chemin, Sarah, a écrit une personne. Merci de nous montrer qu'il est possible de se libérer. Alors que j'étais assise dans mon salon ce soir-là, en regardant Max et Daisy jouer dans le jardin, j'ai ressenti une paix que je n'avais jamais connue. C'était mon nouveau chapitre, ma vie libérée des ombres du passé. Pour la première fois, je ne faisais pas que survivre, je vivais vraiment, et j'étais prête pour ce qui allait suivre.